Bonsoir à tous. Des vuvuzela en pleine Assemblée nationale du Cameroun. Les députés du principal parti de l'opposition ne cessent d'innover usant de toutes sortes de stratagèmes pour susciter un débat sur la question anglophone. Des procédés peu habituels qui n'ont en rien empêché l'adoption du budget 2018 de l'État du Cameroun vendredi dernier, malgré une légère effusion de son budget porté à 4 513 milliards de francs CFA, en hausse de près de 130 milliards de francs CFA. Nous tenterons de comprendre l'attitude de certains des députés qui jettent l'opprobre sur la chambre basse du Parlement bicaméral du Cameroun, considéré comme le siège de la noblesse, avec notre invité. Le sud-ouest du Cameroun, de sources filtrantes. Au sud-ouest du Cameroun, le principal marché de Manfé, à un jet de pierre du village Akwaya, a été de nouveau visité par les flammes. Le jour était si jeune ce mardi. Les causes et les sources de cet incendie demeurent un mystère, mais la récurrence des attaques dans cette localité, en dépit de la riposte annoncée par le président de la République, semble avoir produit l'effet escompté, puisque le messager ce mardi indiquait que près de 5000 anglophones apeurés ont trouvé refuge au Nigeria. Nous parlerons de ces attaques répétitives et sporadiques avec notre invité qui a par ailleurs une formation d'homme en tenue. Nous tenterons également de dresser le bilan de l'opération Épervier lancée en 2006 par le président de la République à l'effet justement d'assainir la gestion et la fortune publique. Nous parlons enfin de la reconnaissance de l'État d'Israël par l'administration Trump qui suscite aujourd'hui des vives critiques à l'échelle internationale. Notre invité ce soir, dans le cadre de cette édition d'un fauteuil pour vous, est un cadre politique, un opérateur économique qui est bien connu au langage franc. Joseph Feutueux est notre invité ce soir. Bonsoir et merci, Président, d'être venu à cette émission Un fauteuil pour vous ce mardi. Je vous remercie de cette confiance que vous me faites. On va certainement débuter avec, c'est une question rituelle à l'entame de ce programme tous les mardis. Y a-t-il des questions sur lesquelles le Président ne souhaite pas être interpellé? Ah non, vous savez, c'est plutôt à vous que je dis, si vous voyez des questions qui peuvent vous gêner, c'est à vous de ne pas me poser. Mais si vous me posez des questions, il est tout à fait légitime que vous donne ma version des faits. Et je vous remercie. Très bien. Alors, Président, parlons d'abord de l'Assemblée nationale qui tient sa session du mois de novembre. On a entendu qu'il y a eu du grabuge à l'Assemblée nationale depuis pratiquement le début de cette session. D'abord, votre lecture et votre réaction lorsque vous aviez entendu que le bâtiment principal de l'Assemblée nationale du Cameroun était en feu. Qu'est-ce que ça vous a fait? Merci, mon cher ami. Vous savez, quand il y a le feu quelque part, il y a bien une raison et l'origine doit provenir de quelque part. Bon, on ne peut pas accuser un X ou Y. Bon, il y a eu incendie là-bas. C'est malheureux que ce soit à l'Assemblée. Bon, les hommes qui gardent l'Assemblée ne peuvent pas combattre les flammes à ce niveau-là. Mais ça peut arriver. Je vous remercie. Vous avez le sentiment que l'enquête piétine au sujet justement des sources et des causes de cet incendie? Ça prend beaucoup de temps pour que la police ou simplement les éléments de force de maintien de l'ordre puissent boucler une enquête, quand c'est le cas par exemple d'un incendie comme celui d'une institution comme la chambre basse du Parlement? Ben, ce que je sais, c'est que chez nous au Cameroun, la justice avance. Elle avance à certains endroits doucement, mais ne s'arrête pas. Elle aboutit toujours. Les enquêtes continuent leur chemin, mais ça va aboutir. Je vous remercie. Je voudrais qu'on parle à présent du budget de l'État, qui est finalement voté, mais dans une ambiance peu habituelle, puisqu'on a parlé de quelques effusions de sang indiquant qu'un député avait été blessé par un projectile vendredi dernier. Mais finalement, le budget est passé. Il est de l'ordre de 4 513 milliards de francs CFA, en hausse de près de 130 milliards par rapport au budget 2017. Alors, vous avez le sentiment que ce budget vous semble juste au regard des échéances qui attendent le Cameroun. D'abord les élections générales qui sont annoncées en 2018 et ensuite éventuellement la Coupe d'Afrique des Nations qui est annoncée pour l'année 2019 et dont les chantiers devraient normalement prendre un coup d'accélérateur dès l'année prochaine. Est-ce que c'est un budget qui vous paraît réaliste au regard de l'ambition du Cameroun? Merci mon cher ami. Moi, ma modeste contribution, c'est de vous dire que d'abord, l'Assemblée nationale qui a eu lieu, ce petit projectile qui a un peu causé un peu beaucoup de bavardage. Mais il faut savoir que dans la vie actuelle,
on peut s'attendre à tout, mais il y a des choses qui ne devraient pas se réaliser. L'Assemblée nationale est composée des élus du peuple, de tous bords. Donc, avant que l'Assemblée ne tienne, s'il y a des problèmes cruciaux qui peuvent peut-être être à l'origine de mécontentement de certains élus du peuple, c'est au président de l'Assemblée de réunir ses troupes ou de convoquer une partie de ceux qui sont concernés et trouver une solution viable pour que lorsqu'ils vont faire une assise de l'Assemblée nationale qui concerne l'avenir de tous les Camerounais, que ça soit fait dans l'ambiance sereine, qu'il n'y ait pas de tirage à gauche ou à droite. Donc vous fustigez le comportement de ces députés-là qui se comportent un peu comme dans un ring? Moi, je me plains du président de l'Assemblée nationale. Celui qui devait mettre de l'ordre dans sa troupe. Parce que comment vous pouvez expliquer qu'il y ait des projets? Ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a quelque part certains membres qui ne sont pas contents. Oui, mais il y a des revendications qui ont été posées, notamment par les députés du SDF, qui souhaitent que l'on débatte autour de la question de la crise anglophone, qui n'est jusqu'ici pas à l'ordre du jour de l'Assemblée. Le problème avec la crise des anglophones, il n'y a pas de crise en tant que telle. Les anglophones veulent vivre dans la paix et jouir des fruits de notre pays. Alors, vous-même, vous voyez tous les jours dans les journaux, on dit tel a détourné tant d'argent, tel a détourné tant d'argent. C'est très mauvais pour tout le pays. Comment vous voulez que certains élus fassent si on détourne l'argent à tout moment? Bon, alors c'est ce détournement qui cause tous ces problèmes-là. Si le président a choisi certaines personnes qu'il a mis à certains postes, ils doivent faire leur travail convenablement, avec l'amour envers leur patrie, c'est-à-dire le Cameroun. Nous devons aimer notre pays. Si nous n'aimons pas notre pays, qui va aimer? Le président met chacun à sa place pour faire un travail défini pour que le pays avance. Est-ce que c'est le président de la République qui doit venir faire le travail à la place d'un ministre, d'un directeur général? Il ne peut pas aller inventer les hommes pour travailler au Cameroun. Il est obligé de se servir des peuples, des gens du peuple que Dieu lui a donné. Et je voudrais vous dire une chose en passant. L'Assemblée nationale représente tous les Camerounais. Quand l'Assemblée nationale adopte un budget, nous devons leur faire confiance. Parce qu'eux, ils connaissent ce qu'il y a à faire et ce qu'il faut faire. Mais maintenant, c'est quand, par exemple, ce budget est voté comme ça. Il faudrait que les gens sérieux vraiment gèrent ce budget-là. Si on gère bien ce budget, je vous assure, le Cameroun marcherait très bien. On parlera de ce budget dans son déploiement, dans sa ventilation, on en parlera largement. Mais j'aimerais d'abord vous poser cette question. Monsieur Joseph Fesseux, quel doit être le comportement d'un député ou d'un sénateur? Parce qu'on a vu beaucoup de bagarres ces derniers temps. Ou alors beaucoup d'injures ou de propos déplacés. Ça doit être quoi le comportement d'un homme, d'un élu du peuple? Un élu du peuple doit être un exemple aux yeux de tout le monde. Il ne doit pas se comporter. Il y a plusieurs manières de revendiquer les choses. Si, par exemple, vous voyez que vous avez posé votre question à un ministre et que ce n'est pas résolu, demandez l'audience au chef de l'État. Le chef de l'État reçoit tout le monde. Demandez à le voir. Bon, maintenant, il faut savoir une chose. Le chef de l'État n'a jamais interdit que quelqu'un vienne le voir. Mais c'est l'entourage qui fait obstruction que certains élus ne voient pas le chef de l'État. Moi-même, personnellement, j'ai voulu voir le chef de l'État une fois. Je suis allé, j'ai fait la demande comme on m'a demandé, au service de protocole. Mais, quelle n'était pas ma surprise, qu'on m'a donné une fausse audience accordée par le chef de l'État. Que j'ai donné à Madame le maire qui a banté pour qu'elle vérifie. Elle a vérifié. Célestine Kétia-Cortez. Elle a vérifié, elle a vu que c'était une fausse audience accordée. Bon, alors, cette attitude de faire les choses autour du chef de l'État, c'est pas bon. C'est donc très important que notre chef d'État, pour les élections à venir, là, puisse bien balayer son entourage pour que ça soit fluide. Parce que pour avoir des renseignements précis, il faut que l'entourage soit propre.
Pas qu'il soit là pour souvent arnaquer les gens à gauche, à droite. Bon, le problème est le suivant. Nous devons faire confiance à nos députés. Maintenant, vous avez dit que les députés de SDF font des réclamations qui ne sont pas résolues. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait les réclamations. Les réclamations qu'ils peuvent faire, ce n'est pas un problème. Ils prennent un responsable avec toutes leurs réclamations et ils font une demande d'audience au chef de l'État. Le chef de l'État va leur donner une solution. Bon, même s'ils ne peuvent pas y arriver, qu'ils mettent ça au moins dans le journal officiel qu'on appelle Cameroun Tribune. Vous avez lu leurs revendications dans Cameroun Tribune. Le chef de l'État lit tous les jours le Cameroun Tribune. Donc comme ça, mais ils aiment faire trop le désordre. Après, il y a une chose que je vais vous dire, mon cher ami. Le président de la République que vous voyez là, son excellent Paul Biya, il a fait plus de 33 ans à la tête du peuple camerounais. Ce n'est pas n'importe qui peut faire ça. C'est parce que Dieu l'a voulu. Dieu ne met pas quelqu'un à la tête de son peuple sans l'assister. Maintenant, ce n'est pas nous, ce ne sont pas les hommes qui l'ont mis comme chef de l'État du Cameroun. C'est Dieu qui l'a placé. Maintenant que les gens ne viennent pas par derrière dire qu'il y a les dauphins, des dauphins du président de la République, on parle de tel militaire, ah non, ça n'existe pas. Le chef de l'État va, je demande à tout le peuple camerounais de voter le chef d'État Paul Biya pour la saison 2018-2025 parce qu'il a mis en place beaucoup de projets. Regarde par exemple déjà le pont flottant qui est sur le Vouri. Le second pont sur le Vouri. Oui, mais c'est très beau. Quand tout ça va finir, ce sera très bien. Vous voyez tous les ponts partout là. Sauf qu'il a failli 33 ans, 34 ans pratiquement. Non, ce n'est pas encore. Mais attendez, vous savez qu'au Cameroun, les gens ils convoitent trop. Alors, ils ne comprennent pas que quand vous convoitez la place du chef d'État, il a même subi un coup d'État le 6 avril 1984. On en parlera. Mais, et puis, c'est des choses qu'il faut savoir. Mais le président de la République, on ne lui permet pas de réfléchir pour l'avenir du pays. On cherche toujours à le tuer. Et puis, c'est pas tout. Le chef d'État, personne ne peut toucher à un seul de ses cheveux. Parce que Dieu avait lui. Quand Dieu avait vous, vous-même, vous savez que même si c'est l'armée du monde qui vous combat, ça ne peut pas marcher. Président, on en parlera largement. Je vous promets qu'on évoquera ces questions qui sont pertinentes. Mais j'aimerais qu'on reste quand même sur ce budget. Vous avez l'impression qu'il faut faire confiance aux députés là-dessus. Nous semblons avoir la même vision. Mais je voudrais juste vous poser une question. Lorsque vous voyez l'état des chantiers, par exemple, ceux qui vont abriter les stades, je prends le cas des stades qui vont abriter l'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations, vous avez le sentiment que ce budget est vraiment réaliste et qu'avec le retard qu'on accuse dans ces différents chantiers-là, on va y arriver? Mon cher ami, le problème est très simple. Le budget est bien. Maintenant, je vous ai dit qu'il y a un problème, c'est la gestion de ce budget. Parce que, vous parlez des stades. On peut faire des stades aussi bien comme en Europe sans problème. Mais, je prends un exemple. On vous choisit, vous et moi, pour faire les stades. On met à notre disposition, par exemple, 50 milliards. Voilà comment ça se passe. Nous frottons les mains. Ah, vraiment, enfin. On commence maintenant à ramasser. Vous prenez d'abord pour vous 10 milliards, l'autre prend 10 milliards. Et ensuite, les gens qui nous ont permis d'être élus ici, ils disent, mais quoi, c'est nous qui nous avons placé là-bas. Notre part, on pioche, on donne. Et à la fin, on regarde ce qui reste pour faire les stades et il n'y a plus grand-chose. Conséquence, on va faire un très mauvais travail. Voilà notre plaie. C'est la plaie qui nous tue ici dans le Cameroun. Et quand on a voté un budget pour un truc défini, il faut des gens propres. Et on va les trouver où ces gens propres? Il y en a. Il y en a. Je vais vous dire, je suis ici, là, comme ça, là. Moi, par exemple, je m'appelle Feuti Joseph. Si on met à ma disposition, je vous donne un exemple, 1000 milliards pour faire les autoroutes, parce que nous manquons d'autoroutes, Yaoundé, Douala, Yaoundé, Gaoundé, Garoua, Maroua, Kousseri. Et puis, Douala, Bafoussam, Fumban, Bamenda, Gaoundé. Et d'autre part, en allant vers le sud, vers Boya, Limbe. Mais vous allez voir que cet argent sera bien utilisé. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai une société, je suis directeur de la Panthère, de la société de gardiennage de sécurité de convoi de fonds appelée la Panthère Security, agréée par le chef d'État, la première société
qui était agréé par le chef d'État. Tout l'argent que j'ai là-bas, je mets ça au service de notre jeunesse. Mes propres enfants n'en jouissent pas. Parce qu'ils ont été à l'école, ils ont fréquenté, ils ont terminé les études et ils travaillent. Ils sont en Europe. Donc, tous les peu de moyens que j'ai, je mets ça pour freiner la délinquance au niveau de notre jeunesse sur le domaine du football. Très bien. Sortons de ce sujet, on parlera certainement de vos activités multiples. Parlons de la crise anglophone et pour vous, vous étiez en train de dire tout à l'heure que c'est un problème de mal-être. Je rappelle simplement que dans la nuit d'hier à aujourd'hui, il y a un marché près d'Akwaya, qui est notamment une zone que vous connaissez du côté de Monfé, qui a pris totalement feu. Monfé est réputé pour être une zone de terreur finalement ces derniers temps. Il y a eu des incursions de bandes armées qui, comme beaucoup l'indiquaient, étaient, dit-on, des sécessionnistes, qui sèment donc la terreur dans cette partie du terroir. Je vous interpelle sur cette actualité parce qu'on a du mal à comprendre l'escalade de violence. On parle de près de 5000 Camerounais anglophones qui ont trouvé refuge au Nigeria parce qu'ils ont peur. Est-ce que le discours du président qui indiquait que la riposte sera sans merci vis-à-vis de ces terroristes-là, est-ce que ce discours-là sur le terrain, vous avez le sentiment que la mayonnaise prend? Merci mon ami de me permettre de donner mon avis sur ce domaine. Le Nigeria et le Cameroun sont des pays frères. De la même manière, quand il y avait des problèmes au Nigeria et les Nigérians qui sont venus au Cameroun se réfugier. Donc les Nigérians vont accueillir nos frères camerounais exactement comme leurs propres frères. Bon, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour ceux qui créent tous ces problèmes-là, même ici à Douala, au marché Congo, il y a souvent les flammes, les marchés qui brûlent. Et ce sont toujours les gens qui sont à l'origine de tout ça. Bon. Mais l'État fait toujours l'effort pour dédommager en grande partie les sinistrés. Oui. Bon, là maintenant, comme c'est là-bas, c'est certain qu'entre-temps, le président a décidé pour qu'on dédommage tous ces gens qui ont perdu leurs effets dans le commerce et dans ces flammes-là. Vous semblez être dans l'entourage très proche du président, au point de savoir ce qu'il décide à la minute où j'ai été son pilote et puis je connais, je suis son pilote et je suis un enfant de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Je crois en Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Très bien. Bon, alors, de manière que quand j'étais avec le chef d'État, quand j'avais l'honneur de le piloter, en moi, j'étais très heureux d'être à côté de lui. Si c'était quelqu'un qui n'est pas bon, je serais mal à l'aise. Très bien. On parlera de votre relation avec le président de la République, mais vraiment, je veux qu'on parle de la crise anglophone. Voilà. À votre avis, le problème, c'est quoi? Moi, je regarde le regard d'experts de l'armée que vous êtes. Le problème est à quel niveau? Pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec ce regain de tension? Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas... C'est-à-dire ça doit être un crépuscule d'individus qui veulent s'aimer ce désordre. Je dis bien, je ne sais pas si ces gens qui s'aiment ce désordre sont anglophones ou francophones. Parce que ça peut être des deux côtés. Vous savez que les élections qui arrivent là, et puis le chef d'État, j'ai appris qu'il fera certainement un remaniement, mais vous savez qu'il y a toutes les possibilités qu'on peut envisager. Les francophones qui détournent l'argent à gauche à droite, ils peuvent aussi créer ce désordre-là, pour que l'attention du chef d'État ne soit pas attirée vers eux, mais que ça soit plutôt focalisé vers ce désordre-là. Mais parce que si le chef d'État se focalise sur ceux qui détournent l'argent, c'est un mal qui est même difficile à définir par rapport à ce qui se passe là. Le fait seulement de dépouiller le pays de toutes ses richesses pour envoyer pour son compte personnel à l'extérieur ou n'importe où, c'est un crime. C'est un crime qui n'a pas de nom. Et ça détruit le Cameroun plus que ce que vous dites là. Parce que imaginez-vous, l'argent que le chef d'État demande qu'on utilise pour faire les autoroutes, imaginez-vous que ce sont seulement quelques gens qui détournent tout ça et les routes là, ça tue tous les jours. Quand un gros camion, les billes de bois, ça passe dans un virage, si ça rencontre une petite voiture, ça l'écrase. Parce que la route est petite. Et c'est ce qu'on vit tout le temps. Bon, c'est pour vous dire que ces petits crépuscules qui créent ce désordre-là, ils ne sont pas nombreux. Les anglophones sont nos frères de pur sang. On ne peut pas ne pas le reconnaître. Tous les Camerounais savent ça. J'ai mes frères qui sont à Bali, Kumbat. J'ai d'autres qui sont à Bamenda. Des frères à moi. Et ils parlent très bien
Mais ils ont des terrains, ils ont des maisons, ils sont mariés là-bas. Bon, ça veut donc dire que nos rapports avec la zone anglophone sont des très bons rapports. Moi, je n'ai aucun problème avec les anglophones. Ce sont mes frères. Même dans les équipes que j'ai des anglophones dedans. Même dans le cadre technique, j'ai des anglophones. Et nous, on s'entend très bien. Bon, maintenant, c'est une petite poignée. Regardez, par exemple, c'est tout récemment que les gens ont décidé de goudrer la route qui part jusqu'à Bamenda. Or, le président de SDF avait enlevé le péage qui entrait à Bamenda. Parce qu'il disait que le péage normalement sert à arranger les routes. Mais les routes qui mènent là-bas ne sont pas arrangées. Et ça, ce n'était pas faux. Mais quand il a fait comme ça, la nouvelle est parvenue aux oreilles du chef d'État qui a donc ordonné qu'il veut voir cette route-là goudronnée. Est-ce qu'il a besoin de forcer? C'est quelque chose qui devait être naturel auprès de ceux qui sont chargés de faire ces travaux-là. Mais vraiment, on fait souffrir notre chef d'État beaucoup. C'est Dieu qui le protège. Parce que ce monsieur pouvait déjà avoir même une crise cardiaque. Mais Dieu est juste. Il est très juste. C'est pour ça que dans mes discours, souvent, je demande à la jeunesse camerounaise de savoir que le président qui est là, c'est lui qui est là pour balayer le chemin pour leur avenir. De 2018 à 2025, c'est le président Paul Biya qui doit être là pour terminer tout ce qu'il a prévu pour cette jeunesse-ci. Bon. Or, nous pouvons remercier le Créateur. Pourquoi? Parce que le chef d'État ayant mis longtemps au pouvoir, les grandes puissances ne veulent pas les gens qui mettent longtemps au pouvoir, chez nous en Afrique. Parce qu'ils veulent toujours avoir la même mise sur les pays en voie de développement. Ils veulent toujours avoir la même mise sur nous. Or, notre chef d'État, jusqu'à présent, on l'a laissé. Bon, tu vois, des grands travaux qu'il entreprend, ça ne fait pas plaisir aux grandes puissances. Parce qu'on le voit, on dit, ah, il veut faire du Cameroun un pays comme chez nous ici. Il faut déjà l'enlever. C'est comme ça que ça se passe. Président. Et pour mettre un petit génome là qui, dès qu'ils vont parler ABC, ils disent oui. C'est ça notre problème. Prions seulement que Dieu le conserve pour qu'il finisse tout ce qu'il a prévu pour notre jeunesse. Et il va gouverner de 2018 à 2025 avec les jeunes. Parce que vous-même, vous pouvez être ministre demain. Parce que les jeunes comme ça, là, qui ont des bonnes idées, c'est très bien. Et il va, parce que pourquoi je dis les jeunes? Et il va mettre tous les vieux là qui n'ont pas cessé de détruire l'argent autour de lui, il les mettra de côté. Parce que on en a marre. Bon, on les met de côté. Et maintenant, donc, il prend les jeunes. Par exemple, il y a une jeune fille qui est de 30 ans, qui est sous-préfet là-bas en Kodjok, c'est pas où là, quelque part là-bas. Une jeune fille de 30 ans, ça c'est bien. Alors maintenant, elle va être gouverneur certainement avant 40 ans. Bon, donc c'est pour ça qu'il dit que les jeunes, ils seront conscients que c'est leur avenir et l'avenir de leurs petits-enfants qui seront nos arrière-petits-enfants. Nous ne serons plus là. Président Fétieux, comment est-ce qu'on peut... Quelle solution préconisez-vous pour qu'on retrouve le calme, la sérénité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Certains veulent qu'il y ait un dialogue inclusif, c'est-à-dire qu'un dialogue qui regroupe toutes les parties, y compris même, dit-on, les sécessionnistes. Quelle est la solution finalement pour qu'on retrouve la paix dans ces deux régions qui sont des régions chères au Cameroun? Ce n'est pas compliqué, c'est qu'il faut partager le gâteau national d'une manière équitable. C'est-à-dire que s'il y a un grand gâteau, on coupe, il y a combien de régions? Il y a 10 régions. On coupe les gâteaux là en 10. Hein? On donne à chacun sa part. Tout ce, les gens ont faim, c'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent manger comme tout le monde. Et que les gens qui détournent l'argent là, ils arrêtent de détourner l'argent de l'État. Ce que je souhaite, c'est que ceux qui détournent l'argent, on les met en prison et on confisque tous leurs biens. Parce que quand on les laisse avec tous ces biens-là, ça encourage les autres à détourner aussi. Parce qu'ils disent que si je reste en prison et que les milliards là sont... Ma famille bouffe les milliards là. Ah, ça ne me dérange pas. Parce que même de son vivant, il ne pouvait jamais travailler tant de milliards pour laisser à sa famille. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une décision ferme pour décourager les détourneurs de fonds. Très bien. J'aimerais qu'on parle à présent de la lutte contre Boko Haram. C'est également un sujet d'actualité. Alors, vraiment, vous êtes un homme opérationnel, un homme de terrain. Vous êtes capitaine de l'armée de l'air, il faut le préciser. J'étais pilote instructeur pour le combat aérien, missiles, canons et roquettes. Très bien. Et c'est peut-être pour cela que je voudrais vous poser cette question. A-t-on les moyens
aujourd'hui de mener 2 batailles sur 2 fronts. C'est-à-dire s'attaquer à un adversaire invisible dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, puisque ce sont des terroristes, et s'attaquer à l'autre adversaire invisible que l'on appelle Boko Haram. Le Cameroun a-t-il les moyens de mener 2 batailles sur 2 fronts en ce moment? Disons que le problème anglophone n'est pas un problème aussi grave comme Boko Haram. Le problème anglophone, comme je vous ai dit, c'est le partage du gâteau national. Il faut, là-dessus, le président de la République aura la sagesse que Dieu va lui donner pour pouvoir savoir comment les mettre à l'aise. Parce qu'il n'y a pas de problème. Dès qu'il demande au Créateur de le guider, parce que Dieu ne peut pas mettre quelqu'un quelque part sans l'assister. Et ça va aller de ce côté-là. Mais du côté de Boko Haram, il faut savoir qu'à un moment donné, il y avait certains Camerounais qui étaient aussi, comment on appelle ça, qui étaient un peu complices là-dedans. Bon, de hauts responsables qui étaient aussi complices là-dedans. Maintenant, le président de la République a su mettre les freins à tout ça, tous les Camerounais qui avaient ces intentions-là. Maintenant, le Boko Haram, ça vient du côté de Nigeria là-bas. Bon, maintenant, il appartient tout simplement au gouvernement nigérian de permettre à nos militaires camerounais d'aller les déloger là-bas au nord du Nigeria où ils se trouvent. Si on donne cette autorisation, ce n'est pas un problème. Le Nigeria, c'est nos amis, le Tchad, c'est nos amis. On va demander à l'armée de l'air nigérienne, tchadienne et camerounaise de finir ce côté-là rapidement pour qu'il n'y ait plus de problème. Mais ce ne sera pas la solution. La solution est ailleurs, parce que ce n'est pas dans la force qu'il y a la solution. Les Boko Haram, là, ils réclament quoi? D'après vous? Parce qu'ils viennent tuer nos gars ici. Ça veut dire qu'ils réclament quelque chose. Vous savez au moins de quoi ils ont besoin. Je vous retourne la question, Monsieur le Président. Je suis pas un homme de combat. Voilà, Boko Haram, tu sais, c'est une partie, une fine partie des djihadistes. Ils sont un peu partout implantés dans le monde entier. Donc, ils n'ont pas un objectif en tant que tel. Ils veulent prendre peut-être notre lac Tchad là-bas, où il y a beaucoup de pétrole, tout ça là. Mais ils ne peuvent pas, parce que maintenant, c'est trop tard. Ils vont faire comment? Donc, ils veulent procéder par le terrorisme pour tuer les gens, effrayer pour que nous puissions fuir. Ce n'est pas possible. L'industrie de la peur. Voilà, mais ce n'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas nous effrayer au Cameroun ici. Bon, donc, ce qu'ils demandent à nos chers compatriotes, de ne pas commettre l'erreur d'envoyer les enfants dans les rues, ici au Cameroun. Quand on parle des dauphins du président de la République, on voit aussi les noms sur noms. On met les noms des gens qui n'ont rien demandé. Tel ministre n'a jamais demandé qu'il veut être dauphin du président de la République. Parce qu'au Cameroun, pour être président de la République, les textes sont clairs. Ce n'est pas les élections, dans les urnes. Alors pourquoi alors vous pensez que c'est X qui peut remplacer le président? Ce n'est pas un concours. Ce n'est pas qu'on doit choisir une famille quelconque. Ce n'est pas les élections. Le peuple est souverain au Cameroun. Donc quand le peuple va décider que c'est tel qui sera chef d'État, c'est dans les urnes. Très bien. Qu'on ne vienne pas nous dire que c'est tel majeur. Non, non. Parce que au Cameroun, ça ne sera jamais comme dans les autres pays. Ce n'est pas les urnes. C'est comme ça. Et nous sommes déjà habitués à ça. Très bien. J'aimerais qu'on sorte de cette première phase d'échange avec une dernière question d'actualité, cette fois-ci sur Jérusalem. Vous êtes certainement au courant de l'actualité. Il y a l'administration Trump qui a reconnu Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. Suffisant d'ailleurs pour mettre le feu aux poudres. Il y a des réactions de quelques chancelleries aujourd'hui qui s'insurgent contre cette position de l'administration Trump. D'abord, quel est votre regard sur cette réalité? Jérusalem, c'est quand même la ville sainte, avec ses vestiges historiques. On a le mur de la lamentation, on a le sépulcre où on a enterré Jésus, on a également la place justement des mosquées où l'élévation du prophète Mohammed a été dans cette effectuée. On parle du 3e lieu saint de l'islam également du côté de Jérusalem, après la Mecque et Médine. Ce que Trump a fait, comment on qualifie ça? Vous trouvez que c'est une bonne approche? Est-ce que cela ne va pas entraîner des tensions qui durent depuis près de 70 ans? Merci mon ami de me poser cette question. Je vais vous dire une chose. Les gens qui ne croient pas en Dieu
ne peut pas comprendre, parce qu'il est bien dit, même quand vous lisez la Bible, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu pour comprendre ce qui est écrit, vous ne pouvez pas comprendre. Car il n'est pas donné à tous de comprendre cette parole. Il est écrit, voici ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la volonté de leurs pensées, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont le cœur endurci. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. À vous entendre parler, on ne va jamais sortir de l'auberge. Hein. Attendez, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté liée à la cupidité. C'est pour dire ceci. Quand vous aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre âme, il vous parle, comme je vous parle là. Il vous guide, parce qu'il met toujours un an devant ses serviteurs pour les conduire. Donald Trump, regardez, il y a des chefs d'État qui ont autorisé le mariage des PD au niveau suprême, c'est-à-dire au niveau du suprême du pays. Quand une loi est décrétée à la tête du pays, le mariage des PD, par exemple, ça veut dire que vous maudissez le peuple. Mais pour le cas de la France, je peux dire que Dieu est avec la France. Parce que le peuple français s'était révolté contre cette loi. Ils sont bagarrés à gauche, à droite. Dieu a vu ça. C'est pour ça que le peuple français est épargné de la punition divine là-dessus. Mais il faut que ceux qui sont PD, ils changent à 180 degrés. Parce que ce n'est pas un péché impardonnable. C'est un péché pardonnable. Mais il faut changer. Mais à 180 degrés. C'est-à-dire que vous tournez à 180 degrés, vous changez. Vous abandonnez ça complètement. Et après, ce n'est pas tout. Vous devez voir ou un imam, ou un prêtre, ou un pasteur qui doit se sacrifier pour vous sauver de là. C'est-à-dire, il doit prier pour vous, jeûner pour vous, parce que ça ne suit pas. Et après, il doit chasser les démons qui sont en vous. Parce que les démons qui entrent en vous avec ces actes-là, c'est des démons très puissants qui contrôlent votre intelligence. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'ils ont l'intelligence obscurcie, ce n'est pas les démons. Très bien. Qu'est-ce que vous essayez de me dire je voudrais donc vous dire en faisant le rapprochement avec le conflit israélo-palestinien? Monsieur le président de la République, le président des États-Unis, Donald Trump, c'est un enfant de Dieu. Rappelez-vous, lors de ces élections, personne ne savait qu'en dehors du choix vous n'avez pas peur qu'une telle décision puisse mettre le feu définitivement à Jérusalem? Je vais vous expliquer. Quand il était le président américain Donald Trump, il a été élu contre toute attente. C'est la classe moyenne des États-Unis qui a élu le président Donald Trump. Et ils ont confiance en ce président-là. La majorité des Américains ont confiance au chef d'État Donald Trump. Et Dieu est avec lui. Ce n'est pas au hasard qu'il est là-bas. Pour dire un peuple comme les États-Unis comme ça, c'est Dieu qui vous place. Alors, quand Donald Trump a dit, j'ai suivi, il a dit que plusieurs chefs d'État avant lui avaient mis ça sur la table. Mais aucun des chefs d'État américains avant n'a eu le courage de le dire. Mais il est venu, Dieu l'a inspiré, lui a dit de le dire. Il n'a pas dit ça de lui-même. Ça ne vient pas de lui-même. Parce que quelqu'un, il ne peut pas de lui-même chercher à déclarer quelque chose qui ne doit pas. Tu vois, non? Il est chef d'État de tout le peuple américain. Dieu l'inspire et lui donne les ordres. Et il est parmi donc ceux qui exécutent la volonté de Dieu. Car il faut savoir que... Quelles sont les conséquences à votre avis? Rappelons que Jérusalem, c'est le siège des religions monothéistes. Vous trouvez le judaïsme, vous trouvez le christianisme, vous trouvez l'islam. Bon, vous me posez cette question quand il va finir vos expliquer ceci là. Allez-y. Vous savez que le président américain, il a obéi à la parole de Dieu.
c'est-à-dire de déclarer Jérusalem capitale d'Israël. Ce n'est pas de lui. C'est Dieu qui lui a dit de déclarer ça. Et il a eu le courage de le faire. Beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre ça. Mais ceux qui sont enfants de Dieu comprennent. Bon, maintenant donc, il a déclaré. Je vous ai dit que quand il y a un problème, au lieu que les gens se soulèvent comme j'ai vu à gauche, à droite, ils ont une possibilité. Parce que le domaine est divin, ce n'est pas humain, ce n'est pas un truc de terre à terre. C'est un domaine divin. Quand il y a un problème concernant donc, notre Créateur et nous les êtres humains, ses créatures, on a le chemin. Il y a Jésus-Christ qui est là. Il y a le prophète Mohamed. On va se mettre à genoux. On dit à l'Éternel, tous ces gens qui défilent, le drapeau, à droite là, ils doivent se mettre à genoux devant Dieu pour dire pardon, Seigneur, guide-nous. Voici ce que nous avons ressenti à la déclaration du président américain. Et Dieu va résoudre le problème. Très bien. Je voudrais justement vous poser la question sur la question justement du conflit israélo-palestinien. Est-ce que la solution ne serait pas, puisqu'on parlait, je vais emprunter un langage qui vous est très familier, est-ce que si on partageait le gâteau de manière normale, comme on l'avait prévu en 1947, on devait proclamer un État israélien, un État palestinien, et puis Jérusalem devait être placé sous la tutelle d'un conseil des Nations Unies. Est-ce que ce n'était pas une solution pour éviter les conflits qu'on retrouve autour de Jérusalem, où il y a des mosquées, où il y a des églises, où il y a des synagogues? Pour que l'Iran soit sous l'égide des Nations Unies, alors, attends, je vais te dire. L'Angleterre, Londres est-elle sous la décision des Nations Unies? Pour Paris, on dit non. Washington, on dit non. Je prends seulement les grandes puissances. La Belgique, on dit non. Tout ça là. Est-ce que c'est ça? Pourquoi vous voulez que Israël et les Palestiniens soient contrôlés par les Nations Unies? Chaque pays a sa capitale, hein? C'est une capitale, non? C'est sa capitale. Donc, maintenant que Dieu a voulu, à travers Donald Trump, que Jérusalem soit la capitale d'Israël, Donald Trump est le président d'un pays le plus puissant du monde. Et ce n'est pas lui qui l'a voulu, il l'a trouvé comme ça, et Dieu qui l'a voulu. Nous, c'est comme nous au Cameroun. Nous avons le président Paul Biya. Nous avons encore cherché de midi à 14 h. Non, il faut rester avec celui que Dieu nous a donné. On va vivre très longtemps. Bon, maintenant donc, il y a donc la possibilité, comme je vous dis, mon cher ami, qui se mettent à genoux. Vous avez dit, c'est là où il y a le Jésus, la tombe de Jésus, du prophète Mahomet. Pourquoi est-ce que les autres, avant, ils ont très bien entendu pour être là-bas ensemble? Le lieu là, Israël n'a pas interdit aux Palestiniens de venir prier comme d'habitude dans leur mosquée. C'est un lieu où, même vous et moi, si on va aller prier là-bas en Israël, on ne peut pas nous interdire. Parce que c'est le lieu saint. Tout le monde a le droit, s'il aime Dieu, bien entendu, parce que les païens vont plutôt à la plage. Bon, donc, s'ils aiment Dieu, ils doivent aller aussi en pèlerinage là-bas. Au lieu de chercher à faire des histoires, est-ce qu'ils sont partis là-bas? On les a interdits d'aller. C'est leur droit. Les Palestiniens ont le droit d'aller dans ce lieu saint pour prier. Ça ne dérange pas. Est-ce que la terre que nous sommes là, ça appartient à quelqu'un? C'est Dieu le propriétaire du monde entier. Et je vais vous dire encore mieux. Quand Dieu décide, il ne faut pas que les gens aillent à l'encontre de la volonté divine. Vous savez que les gens ont péché dans le temps et Dieu s'est fâché contre les êtres humains et a détruit la terre par le déluge. Il avait dit, si vous tous, vous ne me servez pas, je peux susciter de ces cailloux mes disciples. Que les gens ne pensent donc pas que c'est parce qu'ils ont dit ceci, ceci, là, qu'ils croient que c'est ça qui est la vérité. La vérité vient de Dieu seul. Comment on en sort, Monsieur le Président Fétu? Oui. Comment est-ce qu'on retrouve une situation normale et une paix entre Jérusalem, ou davantage, je veux dire, entre Palestine et Israël? Comment peuvent-ils s'entendre dans ce climat-là? Mais ils sont tous des gens qui prient. Mais moi, je sais que les Israéliens, ils prient beaucoup, les Palestiniens prient aussi beaucoup. Ils n'ont qu'à s'unir, puisqu'ils ont un lieu saint pour prier ensemble.
quand ils vont là-bas, ils prient, mais je ne sais pas ce qu'ils vont demander à Dieu. Dieu ne leur a pas interdit de venir devant lui. Mais Dieu il les attend. Il ne faut pas qu'ils viennent devant Dieu en bagarrant déjà devant la mosquée ou devant le temple, tout ça. Quand vous venez vers Dieu, venez avec un seul cœur. Parce que vous venez vers Dieu, ce n'est pas déjà que vous avez trouvé la solution à vos problèmes. Si vous êtes capable de trouver les solutions à vos problèmes, n'allez donc pas consulter Dieu. Mais quand vous allez devant Dieu, ça veut donc dire que vous avez besoin de lui. Alors, pour avoir besoin de Dieu, allez d'un seul cœur. Les Palestiniens vont au temple sans problème et ils se saluent, ils se marient avec les Israéliens se marient avec les Palestiniens, et il n'y a pas de problème. Bon. Et le seul problème qu'il peut y avoir, c'est lequel? Parce qu'ils ne voient pas. Hein? Très bien. Si vous ne voyez pas, on espère simplement que la situation va évoluer dans la normale. C'est vrai que c'est un conflit qui dure depuis près de 70 ans et la reconnaissance de Jérusalem comme étant la capitale d'Israël constitue un véritable casus belli pour les Palestiniens. Non, attends une petite parenthèse. On en parlera. Oui, allez-y. Il faut que les gens lisent les Saintes Écritures. Dieu avait dit de sa bouche à Israël. Plusieurs Vous savez qu'il n'y a pas que les Saintes Écritures, il y a aussi le Coran. Hein? Ben, tout ça, c'est la même chose. Moi, j'ai mes frères, mes grands amis sont des musulmans. Donc, je marche avec... dans mon équipe, j'ai beaucoup de musulmans. Mais parce que moi, quand vous êtes enfant de Dieu, vous aimez tout le monde. Bon, Dieu avait dit de sa bouche, dans la Sainte, plusieurs nations, il disait à Israël, plusieurs nations viendront des extrémités de la terre et se joindront à vous pour former mon peuple. Alors, et quand par exemple Israël est là comme ça, là, il ne faut pas que d'autres pays tournent le dos à Israël. Non, quand vous tournez le dos à Israël, ça veut donc dire que vous voulez aller de l'autre côté. Mais Satan ne perd pas le temps, hein, avec ses démons et ses serviteurs. Donc il faut savoir que Satan est là. Il cherche à détruire le maximum des êtres humains. Très bien, donc il faut écouter l'appel divin. Voilà. Sortons de ce sujet et abordons une autre thématique, c'est l'axe principal. Il y en a deux principalement au cours de cette émission. On va d'abord parler de la lutte contre la corruption au Cameroun, de la fameuse opération Épervier lancée par le Premier ministre Ephraim Inoni, qui lui-même croupit aujourd'hui dans les geôles de la prison centrale du côté de Yaoundé, lancée en 2006. Lorsque vous observez le déroulement de cette opération, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le chef de l'État a réglé ses comptes derrière cette affaire? Non, on ne peut pas dire que le chef de l'État gère tout le Cameroun. Puisque la plupart des personnes qu'on a tantôt présentées, à Mebara, etc., certains ont dit qu'ils avaient l'étoffe d'être le dauphin du chef de l'État. Non, je vous ai dit qu'il n'y a pas de dauphin pour le chef de l'État. C'est Dieu qui a placé, c'est eux qui ont placé le chef de l'État. Le chef de l'État camerounais là, il a été élu. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens parlent de dauphin. Chez nous au Cameroun, la loi est là. Ce n'est pas les urnes, pas les élections que quelqu'un peut se déclarer chef de l'État camerounais. Il fait sa campagne et il faut qu'il soit président d'un parti. Et que ce parti-là puisse l'investir. Et maintenant, quand le parti l'investit, il reprend le parti, il pose sa candidature. Et le peuple connaît tous ceux qui sont des détourneurs de fonds. Parce que si par exemple, les gens dont on cite, tous les Camerounais connaissent tous les gens qui dirigent le pays qui sont des détourneurs de fonds. Donc, ils ne pourront pas aller élire quelqu'un qui a déjà tout emmagasiné pour lui seul au détriment du peuple. Donc, les élections, c'est comme ça. Président, il doit être président d'un parti politique. Alors, ceux qu'on dit dauphins, là, ils sont présidents de quel parti? Monsieur Joseph Fetieux, l'opération Épervier a apporté quoi au Cameroun? Ah, ben, des gens sont en prison. Bon, maintenant, ça a résolu quel problème? Non. Ça freiné quand même que les soldats sont en prison. Et les activités continuent à tourner? Non, c'est ça que je suis en train de vouloir, je vous expliquer tout à l'heure. Allez-y. Je vous expliquer que d'autres sont en prison, d'autres sont encore en attente. En attente d'y aller, comme chez nous à la FECAFOOT là. Bon, donc, ce qu'il y a, c'est que le chef d'État, s'il doit mettre tous ceux qui ont volé en prison, il n'aura plus personne. Parce que généralement, il est obligé de voir un peu pour freiner un peu et regarder et appeler
appeler les gens à l'ordre. Bon, maintenant, comme vous savez bien, il y a un seul péché qui n'est pas pardonné. Mais quand ils volent comme ça, si à un moment donné, l'Esprit de Dieu le touche et il comprend que l'argent qu'il vole là, ça ne sert à rien. Il va chercher même il vous voit en route, il dit pardon, je peux vous donner même 10 milliards là, vous vous débrouillez. Je sais que vous allez fuir. Parce que quelqu'un propose de vous donner 10 milliards, vous dit, hey, il m'a vu dans son verre ou comment. Donc, c'est ça le problème. Il faudrait que les gens sachent qu'il faut bien gérer le Vous mettez en doute ma probité. Hein? Voilà. Donc, vraiment, opération Pervers. Oui, ça a vraiment apporté quoi. Vraiment, vous parlez des gens qui sont en prison. D'accord, il y a quasiment un gouvernement, on a coutume de dire qu'il y a un gouvernement, ça ne résout pas le problème. Ce que je souhaite, parce que ceux qui sont en prison, vous avez dit qu'ils font toujours leurs affaires. Mais je voudrais vous dire une chose. Je voudrais que le chef d'État prenne comme garde-corps les militaires israéliens. Pour quelle raison? Pour mettre tous ceux qui sont aptes à aller en prison, qu'ils aillent rapidement en prison, et qu'on confisque tous les biens de tous ceux qui volent. Et comme ça, parce qu'ils vont chercher à... Ce ne serait pas la dictature, là? Non, non, c'est la protection. Parce que s'ils ne se protègent pas, ils vont le tuer. Tu sais, c'est des gens qui sont prêts à tout. Regarde, par exemple, combien de fois, quand le président est parti se soigner, les gens ont commencé à dire qu'il est mort. Vous avez dû entendre un truc comme ça. Je ne vous apprends rien. Donc, le chef d'État, il faut d'abord qu'il se protège bien. Comme les Israéliens sont corrects, ils vont assurer sa protection et il va nous mettre tous ces gens-là en prison et confisquer tous les biens. Parce qu'on est comme partout à l'étranger, qu'on peut connaître sans difficulté. C'est pas compliqué. Comment faire pour stopper le phénomène? Parce que visiblement, c'est un véritable serpent de mer. Hein? Oui. Comment faire pour stopper les détournements? Je vais être peut-être plus précis sur ma question. Pour stopper le détournement, mon cher ami, les Camerounais peuvent le stopper. Si tous les Camerounais de bonne foi se mettent à genoux, décident de se mettre à genoux un seul jour pour supplier Dieu d'arrêter, de stopper le détournement dans notre pays et de faire en sorte que les biens de notre pays puissent servir à tout le peuple camerounais. Joseph Etchon dit souvent qu'aide toi et le ciel t'aidera. Vous deviez peut-être commencer à prendre des mesures drastiques, non? Non. Il faut attendre toujours que le Seigneur fasse une apparition pour que les gens prennent conscience. C'est écrit, vous allez lire ça dans Ésaïe chapitre 45, verset 21b à 25, où il est écrit. Oui, mais en attendant que ça se réalise, on est dans l'ordre des prophéties, en attendant que ce soit une réalité, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Je peux vous dire ce qui est écrit, vous allez comprendre très vite. Dieu a dit, je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. On va finir par croire que vous avez été touché par la lumière. Hein? Non, présent, de manière pragmatique, de manière pratique. On a une opération qui date de 2006, d'accord? Il y a quelques personnes qui sont interpellées, qui sont en détention. La situation est loin d'être à la normale. Qu'est-ce qu'il convient de faire? Je vous ai dit, mon cher ami. Au-delà de l'appel divin, de manière pratique, on fait quoi? Je vais vous dire une chose. Vous priez vous aussi souvent, non? Comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde, il y en a qui ne prient pas. Ça, c'est un procès d'intention que vous faites à l'endroit de ces personnes. Je le dis puisque j'en connais. Quand vous parlez de Dieu, il dit que Dieu, pour lui, Dieu n'existe pas. Donc, il y a des serviteurs du diable qui sont déjà vraiment acquis à 100%, il n'y a rien à faire. Bon, ceux-là, ils ont commis peut-être certainement le péché qui est impardonnable. Parce que si vous commettez ce péché, c'est fini pour vous, pour l'éternité. Donc, il faut savoir une chose. Comme il est écrit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes
et vous ne procédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous allez finir par être appelé pour exorciser le mal. Hein? Je vais vous dire une chose. Quand vous... Vraiment, bientôt la fin du monde va venir. Non, on est en train de cet endoucement. Mais il est dit là que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. C'est parce que le monde est en train de tomber comme une pierre qu'on a jetée dans le vide. Monsieur Joseph Fetcheux, vous avez l'intention de fonder une église? Non. Vous parlez de plus en plus comme un prêtre. Hein? On ne vous a pas connu comme ça il y a quelques années. Dieu l'a dit lui-même. Vers la fin des temps, j'imprimerai ma parole dans le cœur des humains. Donc vous avez été touché par la parole du divin. Vous avez compris. Je voudrais... Oui, allez-y, ouais, chutez rapidement pour qu'on aborde une autre thématique. Voilà. Vous savez que, comme je vous dis, il est écrit. Je vous ai dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, c'est où? C'est en Israël. Si vous voyez Israël tomber aujourd'hui, c'est que c'est la fin du monde. Israël ne pourra pas tomber. Ce n'est qu'à la fin du monde qu'il pourra tomber. Parlons du 6 avril 1984 à présent. Quel souvenir vous en gardez? Mais voilà, c'est très bien posé comme question. C'était moi qui étais chargé de la sécurité de la famille présidentielle. Son époux de feu Jeanne Irène Biya, son fils Franck Biya et sa maman qui était avec moi là-bas. Il était chargé de la sécurité. Donc j'ai fait ma part de travail. Et parce qu'on voulait m'envoyer à Yaoundé avec les missiles, mais mes supérieurs ont dit que mais si c'est foutu qu'on envoie, on ne va même trouver une mouche là-bas, il va tout détruire. Bon, mais on m'a donc envoyé donc m'occuper de la famille présidentielle. Et je remercie beaucoup le chef d'État. Vous savez pourquoi? Non. Tous les putschistes en ce temps-là qui avaient été arrêtés, il les a graciés tous. Il a même redonné la fonction à certains qui étaient impliqués, mais pas totalement. Il a libéré beaucoup de gens. Il n'a jamais sali ses mains avec le sang du peuple camerounais, comme vous voyez le président Paul Biya là. Il a un cœur. Il aime le Cameroun. Vous savez qui tirait les ficelles de ce coup d'État? Bien sûr. C'est les aigris du pouvoir. Je vous ai dit. Les aigris du pouvoir. Ils ont échoué. Parce que Dieu protège notre président et notre pays. Je ne souhaitais pas donner des noms ce soir. Non, c'est pas ça. C'est que ça, il y a longtemps de ça. Bon, de 84, nous sommes en 97. Je ne peux pas me souvenir des noms des gens qui étaient arrêtés. Moi-même, j'ai arrêté beaucoup que j'ai amené là-bas pour qu'on les mette en prison. Bon, le problème suivant, c'est que notre président ne s'est jamais sali les mains avec le sang des Camerounais et aime le peuple camerounais. Donc, et par contre, les autres qui veulent s'installer, ils n'hésiteront pas à finir, même si c'est, comme ils disent souvent, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Mais ils oublient qu'au Cameroun, on ne casse pas les œufs, mais on prend soin des œufs. Parce que nos élections, c'est dans les urnes. C'est là qu'il faut s'exprimer. Et il faut laisser le peuple faire le choix. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que depuis cet événement triste, il faut quand même le dire, le chef de l'État est de plus en plus distant de sa population? Mais mon cher ami, je vous ai dit que ce monsieur, il pouvait y avoir une crise cardiaque depuis. Vu tous les problèmes que les Camerounais lui posent tous les jours. Vous dites que quand il a pris le pouvoir en 82, il a fait 8 remaniements ministériels. Mais il cherchait les gens avec qui il va diriger le peuple camerounais, des gens honnêtes. Il n'a pas trouvé. 8 remaniements ministériels, c'était parce qu'il voulait des hommes intègres. Et quand il a vu que tous sont des gens des tirailleurs, comme on dit, alors il s'est donc résolu à dire, bon, comme il en est ainsi, il doit choisir ceux qui peuvent au moins faire un petit effort. Parce que, comme je vous ai dit, mon cher ami, il ne va pas aller prendre les Israéliens pour venir travailler au Cameroun ou les Français pour travailler au Cameroun à la place des Camerounais. Bon, ceux-là peuvent venir comme coopérants, comme assistants techniques, mais pas pour travailler.
on voit un ministre français, un ministre israélien, tout ça là, on va dire qu'on a abandonné le peuple camerounais. Mais il peut venir comme coopérant, comme assistant technique. Et c'est une bonne chose. Parce qu'actuellement, si dans chaque ministère, il y a un coopérant étranger, c'est-à-dire ou un Français ou un Israélien. Ce n'est pas un retour à la colonisation que vous souhaitez? Non, 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 non. Mais pour que les gens ne détournent plus l'argent, non. S'il y a un conseil technique qui contrôle tout cet argent-là, moi, je parle de l'argent. Quand la France envoie, par exemple, 500 milliards ou 600 milliards, hein, il envoie quelqu'un pour s'assurer que cet argent sert bien ce dont pourquoi ils ont débloqué cet argent-là. Si l'Israël nous envoie beaucoup d'argent, il envoie un Israël pour contrôler que cet argent sert bien. Après, l'Allemagne envoie sa part. Belgique envoie sa part. L'Espagne envoie. L'Angleterre envoie. Tout ce monde-là envoie. Il faut que chacun, quand il envoie, les Chinois envoient. Il faut qu'on envoie, ils envoient quelqu'un pour voir que l'argent-là, ça sert bien à ce dont ils ont débloqué cet argent. Mais ce serait très bien. Il n'y a pas de colonisation là-dedans. Parce que quand on laisse le choix au Camerounais, vous avez vu, l'exemple a montré que le Camerounais, il pioche toujours dedans. Bon, c'est pour ça, moi, je trouve que c'est la seule solution qui peut, n'est-ce pas, freiner le détournement pour nos finances. Très bien. J'aimerais qu'on parle de l'homme que vous êtes, avant d'aborder quelques images que je vais vous permettre de commenter et d'amorcer la chute, j'allais le dire ainsi, hein, de cette émission. D'abord, vous avez un parcours tout à fait atypique. Comment vous intégrez l'armée de l'air? Mon ami, si vous venez de mon côté, vous allez voir que vous comprenez pourquoi aujourd'hui je suis au service de la jeunesse camerounaise d'une manière bénévole. J'étais au lycée Leclerc. Je suis d'une famille pauvre. Hein. J'ai grandi là-bas à Yaoundé. Mon tuteur qui m'a élevé, il est toujours là. Il a 96 ans aujourd'hui. Je m'occupe de lui tous les jours. Il lui donne un salaire mensuel. 96 ans, il a un salaire mensuel qui est équivalent de mon salaire que j'avais quand j'étais dans l'armée. Comme ça, ils n'ont pas le chiffre parce que les enfants peuvent venir l'agresser. Un salaire mensuel. Et j'ai 2 personnes qui le gardent jour et nuit. S'il est malade la nuit, on l'amène à l'hôpital. Le jour, on l'amène à l'hôpital. Il va faire le massage. Et comme ça, il est toujours en forme. Très bien. Donc, je lui dis que papa, tu vas faire plus de 100 ans. Il dit 200. Bon, voilà, tu vois, ça c'est bien. C'est pour vous dire que le président Paul Biya, et tu vois, il n'a que 84 ans, voilà, tu vois. Il a 96 ans et il marche bien. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens veulent déjà dire que le chef d'État ne doit pas continuer. Il y a deux fois. Ça, c'est des histoires. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui prend. Vous n'avez pas toujours répondu à ma question. Vous intégrez l'armée comment? Voilà, je suis en train de venir. Il dit que j'ai fait l'école primaire pieds nus jusqu'au commando. Donc, j'ai perdu ma mère très jeune et donc c'est mon tuteur qui m'a élevé. Il s'appelle Niafli Labarate, Kafin. Il m'a élevé et il n'avait pas les moyens. Donc, je partais à pied, je revenais à pied, je n'avais pas de problème. Je n'étais même nullement dérangé. Au contraire, j'étais content. J'ai donc grandi comme ça là. Et parfois, les samedis, mes petits amis nordistes à la briqueterie là, ils m'amenaient là-bas à midi. On était à 7 ans comme ça là. Ils m'amenaient à la briqueterie. Leurs parents donnaient un plateau de couscous avec la sauce. Et nous, on mangeait ensemble avec mes frères, mes amis musulmans. En ce temps-là, il n'y avait pas que tu es musulman, que tu es chrétien, tu es ceci. Non. Entre nous, les enfants, on s'aimait très bien. J'ai fréquenté avec mes camarades jusqu'à finir au lycée Leclerc, sans connaître la tribu de mes camarades. C'est après, quand on a fait la réunion des anciens du lycée Leclerc, que je connaissais qu'il y avait des bassards qui étaient avec moi, qu'il y avait des étoiles, il y avait des bêtis, il y avait des bamlékés. On se fréquentait avec un seul cœur. C'est comme ça donc que là-bas au lycée Leclerc, il y avait le général Yakana, il était encore capitaine, et il est venu au lycée, pour faire la série C. Il est venu donc pour vanter l'armée de l'air.
que bon, voilà, notre armée de l'air a besoin des jeunes. Il faudrait que vous puissiez venir faire les tests. Je ne connaissais pas, je n'avais jamais vu l'avion de près. J'avais envoyé mon dossier pour qu'on me dépose à Douala. Et c'est quelqu'un qui a entendu mon nom à la radio pour dire qu'on est convoqué à Douala pour aller faire les tests. Vous voyez comment Dieu fait les choses. C'est vraiment parce que nous, on n'avait pas de radio. Hein. C'est quelqu'un qui me dit que j'ai entendu ton nom pour aller faire les tests à Douala. Alors j'ai donc dit à mon vieux qui m'a donné le transport, je suis allé à Douala. J'ai demandé où était l'armée de l'air, on m'a montré. Je suis arrivé là-bas. Ils sont fâchés de mon bureau instructeur. Ils disent, mais depuis une semaine, on te cherche, tu es où? Il dit, mais ils ne savent pas, on m'a même dit ici, ils ne m'avaient pas dit, ils ne même pas savoir. C'est donc comme ça qu'on a mis mon nom et que j'ai fait les tests comme tout le monde. Et j'ai resté où? J'ai resté à l'armée de l'air, là-bas, ils ont montré un coin où je pouvais dormir. Moi, il n'y avait pas de, même si c'était par terre, je devais dormir, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Mais je donne les cours de répétition en mathématiques aux enfants d'un préfet là-bas à Yaoundé. Ils ont reçu leur entrée en seconde, d'autres, tout ça là. Et le préfet était nommé ici à Douala. C'est comme ça que, comme on m'a dit qu'il est à Douala, je suis donc allé à son bureau pour lui dire bonjour, je suis venu pour le convoi à la mêlée. Et m'ont dit de venir manger chaque midi chez lui. Voilà comment Dieu a fait que j'ai mangé au moins de bonnes nourritures à midi comme ça. On a donc fait les tests. Je rentre à Yaoundé et je crois que c'est 2 semaines, 3 semaines même, on me dit toujours qu'on a entendu ton nom sur la liste des amis de la mêlée. J'ai dit, ah bon, je rentre donc à Douala. Et j'ai dit, mais on me dit qu'on a entendu mon nom. Les gens voulaient déjà camoufler mon nom. Comme je suis un pauvre enfant, personne n'a parlé de moi. Et c'est quelqu'un qui m'a dit, va demander là-bas, dans tel bureau. Je suis allé là-bas, on a donc regardé la liste, on a vu mon nom. J'étais parmi les 3 premiers. Dieu m'avait donné la tête, même si j'avais rien, j'avais la tête. J'étais toujours prêt, même au l'école, toujours prêt. Les mathématiques, c'était mon travail. Donc, quand j'ai vu comme ça, donc on m'a dit que d'aller au bureau des pilotes, c'est là qu'on doit me dire ce que je dois faire. Je vais là-bas, on m'a dit, voilà, tu vas piloter quel avion? Tu as l'avion de chasse, l'avion de transport et les hélicoptères. Et celui qui m'expliquait ça était un pilote d'hélicoptère. Alors, il était beau, élégant là devant moi. J'ai dit, parce que ce n'est pas ça que moi, je voulais faire. Je voulais, comme je vois les films de guerre, je vois les Allemands avec les mortiers. Quand ils parlaient à Tchoum, là, on envoyait les obus. Ça détruit tous les avions anglais qui venaient pour les attaquer. Ils avaient une précision dans le calcul. Et comme moi, j'aime les calculs avec précision, j'ai dit non. Je veux là où, quand les avions viennent comme ça, on calcule tous les coordonnées et on lance, ça détruit les avions. Les gens sont mis à rire dans le bureau. Oh non, non, tu devais aller à la METES, c'est plutôt à l'artillerie sol-air. Ici, c'est l'avion. Tu vois les avions que tu dis là qu'on doit détruire, c'est toi qui seras dedans. Il me dit ça avait une telle désinvolture que moi, ça m'a refroidi complètement. Quand ils m'ont dit ça, je suis rentré un peu, j'ai cherché un endroit pour m'asseoir. J'étais déçu. On me dit que je dois être dans l'avion qu'on va bombarder. Voyez-vous, ça ne donne pas le moral. Et il me dit, mais cependant, il y a une possibilité. Ah, je regarde le monsieur là comme ça. Il dit, avec l'avion de chasse, si vous avez une panne moteur, vous vous écrasez. On met les cailloux dans le cercueil, on envoie à votre famille. Il dit maintenant, avec l'avion de transport, il y a 4 moteurs. S'il y a un moteur ou 2 qui sont foutus, vous êtes foutus. Il dit, mais par contre, il y a les hélicoptères. Même si ton moteur est en panne, même à 10 000 mètres, tu peux poser l'hélicoptère. Parce qu'avec l'hélicoptère, même dans la brousse, il y a des clairières où tu peux poser et tu ne meurs pas. Je dis, ouais, c'est ça que j'ai choisi. Très bien. Et comment est-ce que vous vous retrouvez à bord de l'avion présidentiel? Mais, vous savez, quand j'étais en France pour la formation de pilote, j'étais le premier. Et n'ayant jamais vu l'avion, on a fait des tests pour éliminer d'abord avec les petits avions à très haute altitude pour les navigations aériennes. Après, donc, on élimine, on continue à éliminer. Maintenant, on part maintenant pour les hélicoptères. Après, on continue. Et j'ai aussi été formé sur le Puma. Et puis sur la loi 3. Donc, il est arrivé que, étant à la base maintenant, les missions que j'effectuais, les gens m'ont beaucoup apprécié, la hiérarchie. Donc, les grandes missions, on m'appelait pour les effectuer. Même quand j'étais en congé, on m'appelait pour ça. Donc, les évacuations sanitaires, tout ça là. Maintenant,
il était question maintenant d'aller conduire le chef de l'État. On m'a donc désigné pour y aller. Et sur l'accord de tout le monde, la hiérarchie, le commandant de l'armée m'envoie voir le général Pierre Semengue, qui était là-bas, qui commandait toutes les forces armées. Et lui m'envoie donc à la présidence. C'est comme ça qu'on m'accueille là-bas. Parce que on doit, quand vous êtes à meeting, on doit vous filtrer bien pour qu'on vous fasse confiance. Et j'étais donc l'homme de confiance de notre nation camerounaise. Quand on me confie le chef d'État comme ça, c'est une très lourde tâche. Je puis même vous dire que j'avais en escorte un autre pilote, parce que le temps était mauvais, qui n'a pas pu me suivre. Il est venu seulement 30 minutes que j'avais à déposer au président avant de partir. Il s'est écarté un peu de la route. C'est pour vous dire que ce n'est pas toujours une chose aisée. Donc, et c'est un grand honneur. C'est un très grand honneur. Et après, dans l'armée de l'air, j'ai évolué. J'ai piloté et il y avait un ministre, le ministre Makano. Alors, quand les ministres de la Défense venaient, c'est moi qu'on a envoyé pour lui faire la reconnaissance de tout le pays. Bon, quand il a fait la reconnaissance avec le ministre Makano, il m'a demandé, mais tu t'appelles comment? Et je lui ai donné mon nom. Arrivé au ministère, il a envoyé mon nom à Douala, qu'on envoie mon dossier réduit. Il voulait m'envoyer faire l'officier depuis étant déjà sergent-chef. Parce que j'ai mis 8 ans au même grade. Déjà, la jalousie. Mon dossier, on avait sorti ça, parce que comme j'étais venu avec une européenne, ça n'a pas été la joie de tout le monde. Bon, alors, mais aujourd'hui, je suis heureux parce que j'ai eu 3 enfants, et maintenant 12 petits-enfants. Avec toute cette famille-là. C'est un bonheur. Donc, et quand je dis donc que je viens comme ça, on m'envoie, j'ai effectué toutes ces missions-là avec beaucoup de joie. Donc vous en gardez un très bon souvenir, finalement. Et quel est le souvenir qui vous aura le plus marqué? C'est que quand j'étais dans l'armée de l'air, j'ai compris que Dieu est avec moi depuis le ventre de ma mère. Il m'a pris en charge depuis le ventre de ma mère. Parce qu'on m'avait dit que ma mère était toujours malade quand elle était enceinte de moi. Elle avait des maladies, elle maigrissait. On disait qu'il faut enlever l'enfant pour qu'elle vive. Elle a supporté. Donc j'ai encore d'autres parcours qui me font que je vois que Dieu est avec moi. Quand je suis allé dans l'armée de l'air, je me suis baptisé là-bas, protestant. Alors, je ne savais même pas que l'église, mon village, c'était aussi protestant. Moi, je croyais que c'était catholique. Bon, je veux te dire que je me suis baptisé à l'église protestante à l'armée de l'air quand je suis entré. Et depuis lors, j'étais épris de la lecture biblique. J'ai commencé à lire la lecture biblique, de manière que chaque fois que j'allais en vol, je demandais à Dieu de me protéger. Même quand, par exemple, j'allais au front pour ravitailler les troupes à Bakassi, là-bas, quand ça chauffait, j'ai adressé toujours la prière à l'Éternel de me protéger. Et que s'il est mis en face de moi, qu'il arme ma main de sa droite puissante, qu'il puisse être plus fort que l'ennemi. Et quand je partais, je n'avais pas peur de partir là-bas. J'étais souvent avec certains supérieurs qui vraiment voulaient même faire demi-tour avec tout l'arsenal qu'il y avait, que je voulais aller ravitailler les troupes là-bas. Mais j'allais et je finissais la mission correctement. D'accord. À un moment donné, quand je fais ma prière, il m'a dit de sortir de l'armée, de demander la retraite anticipée. Il n'a jamais dit ça. Et ce n'est pas moi qui ai voulu partir de l'armée. C'est parce que quand il fait ma prière, il m'a dit d'écrire pour demander ma retraite anticipée. Alors j'avais déjà fait 25 ans. Alors que moi, je voulais finir un vieux colonel à l'armée là. J'ai dit, bon, quand Dieu dit, c'est d'abord ça que tu dois faire. Tu n'as rien, tu ne dois même pas discuter, même un peu. D'accord. Mais il restait 3 jours, il va me donner 6 mois. À 3 jours, quand j'ai prié, l'Esprit me disait, oh, je t'avais dit d'écrire, va écrire. J'ai donc rapidement écrit. Et le résultat aujourd'hui, c'est que je suis reversé dans le civil et je sers toujours le pays d'une manière désinvolte. Très bien. J'aimerais à présent, avec la permission de la réalisation, vous faire commenter quelques images. Et on va voir la première image sur l'écran. Vous allez me dire les rapports que vous entretenez avec les personnes. Première image. La réalisation va nous fournir certainement la première image très rapidement. Alors, c'est un peu difficile à percevoir, mais c'est la plupart des éperviables qui sont aujourd'hui en prison.
Vous avez Ephraim Inoni, vous avez Marafa Amidou Yaya, pour ne citer que ces quelques noms. Vous avez également l'ancien président de la FECAFOOT. Il est où? Il est quelque part parmi toutes ces personnes, juste à l'extrémité là. Toutes ces personnes sont des personnes aujourd'hui incarcérées. Vous pensez qu'il faut faire quoi? Il faut une clémence? Oui, ils sont nombreux. Il y a Mohamed, vous avez Marafa, vous avez Yves-Michel Fotso, pour ne citer que ces quelques noms. Vous avez Ephraim Inoni, entre autres également. Je connais seulement, enfin je connais en particulièrement M. Iya Mohamed, parce qu'il était président de la Fédération Cameroun de football, et c'était un monsieur qui était aussi président du directeur général de Coton. Quand vous voyez tout ce beau monde en prison aujourd'hui, ça ne vous fait pas bizarre quand même? C'est l'élite sociale. Hein. Oui, mais ce qui me dérange surtout, c'est pour M. Iya Mohamed. C'est un monsieur qui a fait du très bon travail. Alors, j'avais même suppléé le chef d'État dans le temps quand on l'avait mis en place. J'avais suppléé le chef d'État de lui accorder sa grâce présidentielle. Bien que j'ai appris qu'il faisait partie de la liste des gens qui voulaient déjà faire partie du plan de la République, ce que j'ai appris, c'est pas le G7. Voilà. C'est ça, le G7. Alors donc, j'ai appris ça et j'ai dit vraiment, on l'a mis son nom là pour le salir. Parce que le président de la République, c'est lui qui l'a élevé. Bon, alors, tu sais, les gens sont très jaloux. Alors, on a mis son nom, je suis sûr qu'on a mis son nom là-bas sans lui demander son avis. Parce que M. Iyama, c'est quelqu'un qui est très simple. J'ai eu beaucoup d'exemples avec lui. J'avais mon club qui jouait à ça, et c'était avec la partie du dé. Et on me dit qu'à ça, là-bas, c'est des bagarreurs. J'ai dû dire, monsieur, il y a vraiment, si vous n'avez pas de l'occasion, venez assister vous-même, vous-même voir la bagarre qui va se passer là-bas. Mais il ne savait pas qu'il allait venir, mais il est venu. Très bien. Alors, donc, c'est un monsieur qui a changé notre football. Parce qu'avant, pour monter en première division, c'était, ils avaient un système là où ils prenaient l'argent aux équipes avant de les faire monter. Et moi, je suis venu, j'avais les points pour monter. Il a dit, le feu Maïdou me dit que non, il faut qu'il donne l'argent. J'ai dit, dis-lui qu'il donne pas l'argent, j'ai les points pour monter. Non, ah, quand vous venez aux Interpools, mais on peut prendre n'importe quelle équipe. Puis vous avez tous bon. D'accord. Alors, ils ont pris 2 équipes derrière moi et moi, je suis resté. Prochaine image. La réalisation nous permet d'avoir la prochaine image rapidement. C'est qui là-bas? Monsieur Kuete. Ah. Secrétaire général du comité central du RDPC. Vous avez des rapports très proches avec ce monsieur? Oui, j'ai eu à aller le saluer très souvent quand il venait à Douala, il était dans son hôtel. Et que j'allais souvent voir mon ami, le professeur Charles Pascal Massanga Nyamdi, qui était aussi dans le même hôtel. Alors j'ai profité pour, on m'a dit qu'il était là, j'ai profité pour aller lui dire bonjour. Tu sais, c'est une élite de l'Ouest, donc c'était pour moi bien placé que j'aille lui dire bonjour. Très bien. Prochaine image. C'est qui? Devinez. L'image est un peu floue. Professeur Capué. Le professeur Capué Lazare. Ah bon? Mais ça c'est bien. Le professeur Capué Lazare, c'est un monsieur très dynamique. Vraiment à féliciter. Le gouvernement devrait même le récompenser parce que ce monsieur, il fait beaucoup pour le pays. Il a construit l'université de montagne. Il a les cliniques et les hôpitaux à Yaoundé. Et il a des clubs de football. Il a Charité de Djebem, Matelot, et il y a encore un centre de formation. Il y a encore une autre équipe encore, presque près de 4 équipes. Alors, il y a une rumeur, Monsieur le Président, qui a couru au sujet de la vente de votre club, Futur FC, et qui aurait été racheté par le professeur Capué Lazare. Est-ce que c'est une information vraie ou faux? Ben non, plus de cela. Aucune transaction n'a été engagée dans ce sens entre vous et il a acheté le club Matelot. Donc, ce n'est pas mon club. Très bien. Prochaine image, grâce à la réalisation. Peut-on avoir une prochaine image? Ephraim Inoni. Vous l'avez connu avant qu'il aille en prison? Oui, c'était bien dommage parce qu'il était parti
il y avait une fête là-bas quand j'avais gagné la Coupe du Cameroun, on avait la Panthère du Ndé. On est parti lui présenter ça là-bas à Limbe. Et il était très content de voir que Panthère du Ndé, parce que lui-même, il a un côté un peu baranté. Il est élégant, il est beau. Une prochaine image. Mais voilà le professeur Captier, justement, le professeur Captier, j'y arrive. Allons-y rapidement avec cette image, la Panthère sportive du Ndé. Ouais. Quel est le souvenir que vous en gardez? Vous avez été présent à la Panthère du Ndé. Ah ouais. Comment on vous débarque de la Panthère du Ndé? Non, vous savez que ma maman était du Ndé et mon papa est de Banjoun. Bon, comme j'avais des équipes ici à Douala, je gagnais tous les trophées ici. Et il y a quelqu'un qui m'a dit que mais, toi tu fais le fort ici à Douala alors que ton village Bangaté, la Panthère est à terre. J'ai demandé à voir les 5 dirigeants, ils sont venus, je leur ai dit mais qu'est-ce qu'il y a, vous êtes jusqu'à 5 pour monter Panthère, pourquoi? Ils disent qu'ils n'ont pas les moyens. J'ai dépensé près de 6 millions pour qu'ils aillent monter la Panthère. Ils l'ont bouffé. Alors quand j'ai vu comme ça, ils ont dit ok, moi-même je vais aller prendre cette équipe pour monter avec. Je suis donc allé à Bangaté, j'ai vu le préfet. Il m'a dit de voir le chef supérieur Bangaté que j'avais vu. Il a dit bon, il est d'accord. Le préfet m'a donc fait la note qu'à partir de ce jour, monsieur, le capitaine Fautier est le responsable de la Panthère du Ndé. Ils allaient au stade. Ils ont demandé aux entraîneurs d'arrêter. C'était le fun camp. Ils ont arrêté, mais certaines personnes étaient un peu réticentes, mais c'est pas grave. J'ai donc pris la Panthère D ce jour-là. Il leur a dit, bon, à partir de maintenant, c'est moi qui gère la Panthère du Ndé. Il y avait un match 2 jours après contre Unisport. Ça comptait pour le représentant de l'Ouest. Je suis donc parti les 2 jours. Quand j'avais choisi les 11 joueurs entrants, je leur ai dit, bon, choisissez le reste. Moi, les 11 entrants m'intéressent. Alors, ils ont pris la liste. Le lendemain, quand ils demandaient pour faire la veillée, ils m'ont donné une liste. Ils savaient qu'ils ne connaissaient pas les joueurs. Mais alors, heureusement, pour moi, il y avait mis une copie dans ma poche, je peux les copier en 2. Je pars derrière maintenant, je sors ma copie, je regarde, je vois qu'aucun nom que j'ai de figurer là-bas. Je vais leur dire que, bon, écoutez mes amis, prenez votre papier, je compte jusqu'à 5. Si vous n'êtes pas la liste que je vous ai donnée, vous allez comprendre comment un capitaine se fâche ici, là. Vous irez tous à l'hôpital. Est-ce que ce n'est pas ça qui entraîne finalement votre départ de la Panthère du Ndé? Vous n'êtes pas sorti par la bonne porte? Mais attends, je vous explique. Donc, quand, par exemple, ils ont donc sorti la liste que j'avais donnée, j'ai vu, c'était ça, ils les ont donc mis en veillée. Le nano est parti voir Unisport. Il lui a donné 2-0. Depuis le jour-là, nous sommes partis de victoire en victoire jusqu'aux Interpol. Et aux Interpol, on avait les points pour monter. Et ils ont calé parce qu'ils ne voulaient pas que moi, ils voulaient l'argent. Bon, maintenant, non. Après, M. Yamohamed a donc annulé les Interpol. Il a mis donc les régionales qu'on devait donc jouer. Les 3 premiers doivent monter. C'est comme ça que Panthère est monté avec moi. Et j'ai eu avec Panthère la Coupe du Cameroun la même année que je suis monté. Et je devais être champion de Cameroun la même année. Ils ont dit à Panthère que, ouais, vraiment, si le type-là est encore champion, il va nous étouffer ici à Bangaté. Chasser son père est Banjounais. D'ailleurs, le fils de quelqu'un, c'est son père, puisqu'il y a l'ADN. Donc, les enfants, même quand les joueurs jouaient, on ne faisait qu'insulter les joueurs. Les joueurs me disent, mais comment? Mais président, on joue à Bangaté, on nous insulte. Mais on joue dehors, on nous insulte. Nous, on joue alors pour qui alors? Je leur ai dit, bon, écoutez, vraiment, je crois que j'ai compris. Ils ont poussé le curé jusqu'à accrocher un petit cadavre d'un petit enfant de 8 ans sur la porte de mon meilleur buteur. Son nom, c'est Wukwe. Il est à Bamoun. Heureusement pour lui qu'il était, un samedi, il était à Bamoun. Il était à Fumbat. Il m'a appelé pour me dire qu'on l'appelle pour dire qu'il y a un cadavre là-bas, sur sa porte. Alors si le gars était dedans, il allait être fini. Bon, je lui ai dit, pardon, viens quand même, tu vas rester à l'hôtel, je te rembourse tout ce que tu as dans la maison. C'est comme ça qu'il est revenu. Bon, imaginez-vous, j'ai dit au gars que ce n'est pas pour toi seul qu'on a créé. C'est une façon de me dire à moi aussi que si tu continues, tu vas finir comme ça là. Donc, je suis donc monté à Banjoun et j'ai été accueilli en pompe
le papa ne renvoie jamais son fils. C'est comme ça que M. Fosso Victor, M. Captu Lazare et le maire de Bayangam, qu'il appelait dans le temps, qui était mort là, son petit-fils, qui était mort. Allez-y, allez-y. Ouais, il s'appelait... M. Sowen. Sowen, voilà. Les trois s'étaient réunis. Alors, pour mettre le stade en bon état pour que mon équipe Futur FC évolue là-bas. Ils ont sorti 25 millions pour arranger le stade, les grillages, tout ça, là, vraiment avec les sables, tout ça. Ils ont aplani le stade, mais très bien. Vraiment, j'étais très content. Donc, je ne pouvais pas me permettre de ne pas faire le maximum pour qu'ils soient aussi contents de mon travail sur le terrain. C'est pour ça que je suis remonté en première division. Et c'est dommage qu'il n'ait pas été champion ni prendre la coupe, mais c'est pas grave, c'est une partie remise. Dernière image, tout à l'heure on a eu quelques confusions d'images avec celui de justement le professeur Captu. Heureusement que la réalisation nous a permis de rattraper rapidement cette image-là. Ça c'est la dernière image. Et je l'ai choisie exprès. Vous avez une, comment on peut dire cela? Vous vouez une sorte d'adoration sans borne pour le président de la République. Vous êtes d'ailleurs biaïste dans le fond. Vous avez côtoyé l'homme. Il se dit, il se susurre que c'est un homme froid. C'est un homme qui prend du temps avant de prendre des décisions. Pendant le laps de temps que vous avez passé avec lui, vous le décrirez comment, en quelques mots? Vous savez, il n'y a que Dieu seul qu'il faut adorer, pour commencer. Les hommes, il faut craindre Dieu et non les hommes. Donc, le président de la République, je vous ai dit qu'il n'est pas là par le fait du hasard. Rappelez-vous, Ndormo dans le temps, le patriarche catholique, là, il avait dit qu'il y aura un coup d'état spirituel au Cameroun, au temps d'Aïdjo. Mais, ça dit que spirituel, c'est Dieu qui l'a placé, puisqu'il a fait le tour de 10 provinces. Et tous les chefs l'ont adopté. Donc c'est pour vous dire qu'il a pris le pouvoir avec beaucoup de simple sang. Il n'y a même pas un petit bruit. L'homme en lui, comment vous le voyez? Les gens qui on le décrit comme un sphinx, comme un grand sage. Voilà, c'est ça. Grand sage, oui. Parce que vous savez que les gens disent qu'ils prennent du temps pour prendre des décisions. La Bible est très claire là-dedans. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 15, il est écrit: car ainsi a parlé l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est pour ça que vous avez entendu les gens dire qu'il prend son temps. Non. Pour qu'il prenne une bonne décision, il faut qu'il soit dans le calme. Donc, quelqu'un ne vient pas lui casser les oreilles, il faut qu'il dorme même un peu, après il se réveille, il mange un peu, il boit un peu de l'eau, un verre d'eau fraîche, et il prend donc chaque problème dans un tiroir pour résoudre. Monsieur Joseph Fosso, on va terminer notre phase d'échange dans le cadre de cette édition d'un fauteuil pour vous. Peut-être avec cette question, vous avez longuement parlé comme un évangéliste tout au long de ce programme. Vous n'avez vraiment pas l'intention de fonder une église? Non, je suis déjà... Vous savez que ça donne beaucoup d'argent, non? Oui, est-ce que je suis dans le besoin d'argent? Je vous ai dit que je suis le directeur général de la Panthère Sécurité. Vous pouvez étendre l'empire, hein, ça. Non, pas pour escroquer les gens. Les gens qui s'enrichissent sur le dos des êtres humains par la religion, c'est pas bien. Parce qu'il vous dit une chose, Dieu a dit, Jésus lui me l'avait dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume de mon Père qui est aux cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Très bien, donc vous n'avez pas le sentiment et l'intention de créer une église? Je suis dans une église, je suis protestant. Donc, vous parlez de plus en plus comme un évangéliste. Hein? Non. Vous n'avez pas l'intention de devenir pasteur? Mon cher ami, je vais vous dire une chose. Quand je vais dans une église, un pasteur ou un prêtre, quand il lit un passage biblique, il lit, s'arrête en route. Mais il oublie une chose, c'est que quand tu lis un passage biblique, lis cela jusqu'à la fin, jusqu'à arriver là où il y a un point. Ça permet aux gens de comprendre. Tu lis, tu l'arrêtes en chemin, ils ne vont rien comprendre. Parce que déjà, ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre. Bon, donc, je vous dis une chose, il est très important que chaque citoyen, chaque être humain sache
qui doit connaître la parole de Dieu et mettre ça dans son cœur. Pourquoi? L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Si vous avez la parole dans votre cœur, l'Esprit de Dieu va vous protéger avec beaucoup de force. Merci, Monsieur Joseph Fetieux, d'être venu dans le cadre de cette livraison d'un fauteuil pour vous. Émission diffusée tous les mardis sur les antennes de la télévision du monde. Mille fois merci de nous avoir accordé votre attention. Je rappelle qu'on recevait ce mardi Monsieur Joseph Fetieux, qui est donc... faut-il le rappeler, opérateur économique. Je n'ai pas voulu décliner vos nombreuses casquettes, hyper nombreuses. Vous êtes également président de club, c'est de notoriété publique qui est connu par tous les Camerounais. Vous êtes connu pour votre franc-parler également. Vous êtes un capitaine de l'armée de l'air en retraite, c'est cela déjà? Depuis 20 ans. Donc merci vraiment d'avoir accepté. J'ai d'avoir 25 ans. Merci. Oui, parce que les gens se disent, oui, les gens sont ici. Non, l'âge, c'est Dieu qui vous fait. Quand vous avez Dieu, il vous donne la force en permanence. Très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation d'un fauteuil pour vous ce mardi. J'aurai certainement le privilège et le plaisir de vous retrouver mardi prochain avec un tout autre invité. Bonne soirée sur les antennes de la télévision du monde. Merci bien.